That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue comme ça cette série 2023 vue par, et aujourd'hui ça va être Frédéric Mercier qui est critique de cinéma chez Transfuge, Positive, qui fait partie du comité de sélection de la semaine de la critique, qui est aussi chroniqueur au Cercle sur Canal+, qui travaille aussi, participe activement à des conversations, des bonus DVD ici et là. Et il a donc accepté de revenir un peu sur cette année 2023 et je suis très content. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bah écoutez, très content. En plus, voilà, ça faisait un certain temps qu'on devait avoir cette conversation, donc ça me fait plaisir. Et puis vous avez accepté comme ça à la dernière minute, donc tout va bien. Bon, la première question que j'aimerais vous poser, est-ce que est-ce qu'il y a eu suffisamment c'est une question très basique, hein. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de films cette année qui vous ont permis comment dire, d'avoir une espèce de stimulation, que ce soit pour écrire ou alors pour en parler sur Canal, et voire même le travail que vous effectuez actuellement au niveau de la semaine de la critique. Est-ce que ça a été une année stimulante, finalement, pour le critique de cinéma que vous êtes? Oui et non. Oui et non. Ça a été une année un peu de transition. Un peu de transition. J'ai l'impression que je sais pas avec les gens avec qui vous discutez, mais la critique au long cours, parfois, c'est une année un peu fatigante. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais j'ai eu des moments de fatigue de film. J'ai eu des moments de fatigue de film. Il faut voir que quand on fait le travail de sélection, par exemple pour la semaine, on a une équipe de critiques, on va voir en l'espace de 3 mois à peu près 300 à 350 films. Donc on voit énormément de films. Donc on est dans des conditions très particulières où le seul critère un peu objectif, je sais pas, le seul critère sur lequel on peut compter, c'est véritablement la façon dont le corps va réagir à ça. C'est-à-dire que vous voyez beaucoup de choses. Souvent, vous êtes fatigué de ce que vous regardez. Évidemment, enfin, vous avez vos réflexes critiques, mais ce que je veux dire, c'est que, mais quand vous êtes extrêmement vite stimulé, quand vous êtes immédiatement, je dirais, oui, c'est ça, électrisé, stimulé, quand il se produit quelque chose de très fort au niveau du corps, notamment, c'est que là, on tient quelque chose d'intéressant. C'est voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis rentré depuis peu de temps de ces 2 ans dans cette autre manière de voir des films et d'essayer de les sélectionner. On en voit 1100, on en garde 11, on est 6 avec des parcours et des styles et des visions très différentes. Et donc, voilà, je sais pas, c'est quelque chose, voilà. Ce qui fait que pour moi, ça a été une année un peu difficile. C'était une année un peu difficile. Je suis cinéphile depuis toujours, depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu faire ça. Et cette année a été une année où j'avais l'impression d'aller un peu d'éprouver mes limites. Et mes limites, à la fois intellectuelles, mais aussi les limites de mon corps. Et vous aviez aussi, est-ce qu'il y a toujours un dialogue avec celles et ceux qui sont aussi dans le comité? Est-ce qu'il y a toujours ce dialogue? Voilà, pas forcément avec les films, mais avec les gens, pour parler des films. Oui, je devrais peut-être pas tout raconter, mais en fait, on se retrouve une fois par semaine. On voit des films chez soi, on voit des films en lien. Donc, c'est déjà une façon de voir des films en lien. On voit également des films en collectif. C'est une autre façon de voir les films. Et on voit aussi parfois, on doit se déplacer pour aller découvrir des sélections. Et là, on est tout seul face à un écran. On va vous passer des dizaines et des dizaines de films. Et on se retrouve généralement, mais non, on peut dire pas généralement, on se retrouve tous les vendredis, tous les 6. Et là, on est parti pour 4-5 heures de discussion. Et évidemment que ces moments de discussion, ces moments d'échange sont vraiment incroyables. Ce sont des moments, à mon avis, pour moi, qui ont été cette année très importants. Oui.
Et ça permet aussi pour le coup, est-ce que ça a des répercussions aussi sur votre travail critique? Là, j'entends dans la presse, au niveau de l'exercice littéraire. Est-ce que ça peut aussi avoir des répercussions? Euh, oui, 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 je pense que ça a des répercussions parce qu'il y a un moment donné où on va avoir on voit tellement de films. Alors la semaine est particulière parce qu'on voit des premiers et des deuxièmes films. Mais on peut commencer à dégager pendant l'exercice, pendant ces 3 mois-là, des tendances qui se dégagent et souvent, on va dire que ça peut être des manières qu'on va d'avoir à aborder un texte ou un dialogue qu'on essaiera de formaliser dans un texte avec un film. Voilà, parce qu'on voit à un moment donné, enfin sur 2 années, vous imaginez, on voit quand même, je vais voir 600 films à peu près, premier film, donc je veux dire automatiquement, je vais voir des choses réapparaître de façon extrêmement parfois, on va voir des tendances, une certaine façon d'aborder certaines questions sociales, une certaine appréhension, je ne sais pas, par exemple du naturalisme. Enfin, il peut y avoir, en tout cas, des manières de faire du cinéma qui sont à ce moment-là majoritaires pendant les quelques mois. On va avoir des films sur des premiers, des deuxièmes films. Donc évidemment, quand on va avoir un texte à faire, par exemple sur des films plus classiques, qui sortent en salle, à ce moment-là, de toute façon, on ne peut pas s'empêcher, de toute façon, d'aborder les films de cette façon-là. C'est-à-dire un petit peu de les extraire ou pas de ces gangs majoritaires dans lesquels on a vu d'autres films. Voilà. Alors, vous êtes un petit peu, enfin, il y a plusieurs façons de travailler la critique. Donc, il y a la manière littéraire avec Transfuge et Positif. Et la semaine de la critique, c'est aussi différent. Et puis, mais il y a aussi le cercle sur Canal+. Et ça, le cercle sur Canal+, quelle que soit la qualité d'émission, peu importe, c'est pas de ça dont je parle, c'est surtout sur le temps qu'on a pour parler d'un film. Là, c'est aussi, voilà, en fait, c'est ça, c'est 3 temps différents. Dans la semaine de la critique, le cercle et puis la presse écrite. Comment on gère le temps quand on est à la télévision pour parler d'un film? Est-ce qu'on parle vraiment du film? Votre question, quand je la reçois de façon un peu rhétorique. C'est-à-dire que je me dis, que vous dites, finalement, ce que vous me dites, c'est on n'aura pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de temps. On n'aura pas beaucoup de temps par rapport, je veux dire, par exemple, à des podcasts, par exemple, à d'autres types de programmes. Je le sais parce qu'à une époque, on faisait même des vidéos. Je me rappelle à Transfuge, avec plusieurs critiques, et on avait déjà beaucoup plus de temps qu'au Cercle. Donc, évidemment, j'ai pu expérimenter différents formats. Alors, la petite chose, c'est qu'au Cercle, comme on a très peu de temps, comme les choses sont extrêmement séquencées, puisqu'il faut séquencer de plus en plus les programmes de télévision pour, je dirais, maintenir l'intérêt. On est dans une logique de l'époque. Ça demande aussi beaucoup de préparation. Parce que comme vous avez très peu de temps, eh bien, il faut essayer de synthétiser au maximum ce que vous allez avoir à dire sur un film dans ce temps qui est extrêmement congru. Donc, en fait, il y a quand même une grosse préparation. Préparation en amont avec notre rédacteur en chef, Charles Bosson. On a une préparation, je vous avoue, parfois on s'écrit entre nous, entre chroniqueurs, un petit peu avant. Et puis, on va choisir un peu les films qui nous intéressent. On va commencer à savoir quel film on va parrainer. Et on va, pendant les 2 semaines de préparation, on va finalement soustraire en permanence, soustraire et vraiment faire passer les choses dans un entonnoir pour arriver à un moment donné à une expression, on va dire, on l'espère, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais assez riche pour le peu de temps qu'on va avoir. Voilà, en tout cas, le programme idéal qu'on aimerait avoir. Après, je dirais que vous savez, ça dépend beaucoup aussi de la stimulation. Vous en parliez tout à l'heure des films. Comme on est soumis beaucoup à l'actualité, évidemment, chaque semaine, avec des films qui sont de qualité très inégale, eh bien, moi, je sais pas ce que vous disent les gens que vous rencontrez, mais il y a des films avec lesquels on n'a pas de stimulation, on n'a pas de dialogue. Qu'est-ce qu'on fait avec ces films-là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va beaucoup se reposer sur la parole de l'autre, et on va plutôt être stimulé par ce que l'autre nous dit, plutôt que par ce que nous avons pu créer nous-mêmes comme dialogue avec le film pendant la projection, après la projection.
Mais je crois qu'il y a le cercle, en tout cas, il y a un vrai travail qui est fait en amont, qui est un vrai travail de discussion, de rencontre avec les autres. On s'écrit des mots. Souvent, c'est marrant, on nous dit n'essayez pas de trop savoir ce que les autres vont dire pour qu'il y ait la spontanéité du direct. Enfin, l'enregistrement est fait en direct. L'enregistrement n'est pas. L'émission est montée, mais il n'empêche malgré tout qu'on est dans des conditions de direct. On se retrouve tous les 6 autour d'une table. Et souvent, on nous dit, n'essayez pas de trop savoir. Moi, je sais qu'on essaie quand même pas mal de savoir ce que les autres vont penser. Et vous savez très bien, on le sait tous dans la critique, qu'on va d'autant mieux se positionner qu'on connaît un peu la position des autres. Hein, voilà, qu'il y a aussi ce jeu-là qui existe. Hein, ce jeu-là, voilà, c'est une émission de télévision. Il y a la part théâtrale, c'est un cliché, on le sait. On a tous des rôles un peu à assumer là-dedans. Mais il y a un vrai travail qui est fait en amont. Voilà, c'est important parce que je sais que, par exemple, un film que je vais beaucoup aimer, je vais travailler dessus. Ça veut dire, je vais choisir la séquence que je vais parrainer. Je vais choisir, dernièrement par exemple, on m'a laissé très peu parce que c'est la fin de l'année, j'ai pu parler du film de Koreeda qui vient de sortir. Pour moi, c'est un de mes dadas, Koreeda, c'est un cinéaste que j'aime défendre. Quelle séquence j'allais choisir pour dire ce que j'avais à dire sur Koreeda, par exemple. Vous voyez. Et puis, après, il y a de la télévision, c'est-à-dire que moi, je suis là, je donne tout. J'ai l'impression d'être, je sais pas, de défendre l'indéfendable face à mes collègues. Je deviens très lyrique. C'est de la télévision. Hein, on est pris par son personnage, par son propre clown, je dirais. Et puis, en face de vous, vous avez un contre-champ à ce moment-là. Je l'ai vu en revoyant l'émission. Et puis, vous voyez qu'en fait, tous mes collègues sont absolument sceptiques. Et puis, soudain, vous avez Marie qui me regarde et qui me dit c'est très bien ce que tu dis, mais non, c'est complètement faux. Voilà. Voilà. Donc, la télévision, c'est de la préparation. Évidemment que c'est de la frustration. Hein. On aimerait avoir de plus longues conversations, on aimerait le faire autrement, mais c'est un temps de critique aussi. C'est-à-dire, on a 5 minutes ou 3 minutes pour un film. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait en ce temps-là? C'est une autre façon aussi de la pratiquer. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le temps long d'un podcast ou le temps long d'un texte. C'est autre chose. Je profite que vous soyez là, mais vraiment c'est une parenthèse que j'ouvre assez rapidement, qu'on va refermer assez rapidement. Mais bon, voilà, c'est Microciné, c'est une chaîne sur YouTube et bon, ça fait bientôt 3 ans d'ailleurs que je suis sur ce média-là et donc il m'arrive parfois de discuter avec d'autres youtubeurs et qui sont pas forcément des gens qui viennent de la presse écrite ou comme moi et donc c'est très intéressant de découvrir aussi ce nouveau monde. Pour plein de raisons. Et donc, la plupart la grande majorité, là, je parle vraiment de la communauté francophone cinéma, la grande majorité de youtubeurs qui questionnent un film d'actualité, etc., disent voici ma dernière critique. Et comme voilà, vous travaillez à la télévision, enfin, vous avez plusieurs types d'exercices critiques. Ça m'intéresserait de vous entendre aussi sur ça. Moi, je suis persuadé que la critique finit un moment par être un exercice littéraire. L'oral, donc, et puis ensuite il y a le texte. Bon, moi je me suis arrêté à l'oral chez Microciné pour les raisons, parce que voilà, c'est pour avoir fait beaucoup d'écrits, j'aime bien l'oral finalement. Mais quand j'entends mes confrères ou consoeurs parler de critique en faisant leurs vidéos, je me dis que peut-être le terme est un peu trop galvaudé à ce moment-là, et ça m'intéresserait d'avoir votre regard sur ça, sur cette expression-là de la critique, si tant est c'est une critique. Voilà, quelques secondes. Vraiment, je profite de votre présence par rapport à ça. Vous voulez dire que je donne mon avis sur la critique à la télévision ou sur YouTube? YouTube, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de l'exercice critique qu'il pourrait y avoir sur YouTube par rapport au cinéma? Alors, moi, j'ai suivi un YouTuber il y a des années. C'était le Fossoyeur de films. Je regardais le Fossoyeur de films. Je trouvais ça très étonnant, cette façon de mettre en scène la critique. Je trouvais ça très étonnant, en fait. C'est-à-dire mettre en scène la façon dont quelqu'un allait découvrir et regarder un film. Je trouvais que c'était très étonnant. C'était une façon qui n'avait... Si, on a connu évidemment des personnages cinéphiles, on a connu des personnages critiques. Mais là, soudain, cette espèce de mise en fiction de soi-même, en train de regarder un film, je trouvais ça très étonnant, très très étonnant. Je ne sais pas si ça
je me souviens en particulier d'un épisode d'un film de Carpenter. Je suis pas un grand Carpenter reste toujours un mystère pour moi sur plein de choses. Et je trouvais ça étonnant, ce type qui revoyait un film et qui fabriquait un film pour se mettre en scène en train de revoir un film. Drôle d'exercice. Voilà ce que je connais. Après, ce que je connais, c'est vous. ce que je regarde, c'est vous, évidemment avec des intervenants parfois. Ce qui est étonnant parfois, c'est que vous allez teaser des intervenants que vous allez avoir. Et c'est un peu comme le cinéma, c'est un peu comme le film du dimanche soir quand on était gamin. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir Rancière, d'avoir Bégodeau, on attend ces moments-là. Je me suis rendu compte que j'attendais ce programme-là. Mais je peux pas vous dire exactement après d'autres choses sur les exercices de YouTube. Je regarde pas assez de YouTubeurs aujourd'hui. Mais je me dis, pour avoir fait des podcasts à un moment donné avec des copains, pour en regarder que le temps est la question principale, quoi. Vraiment la question principale. Il est évident qu'au cercle, je vais être frustré sur un film que j'aime beaucoup. Non, pas sur un film que j'aime beaucoup, sur un film sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Qui est souvent quand même, à mon avis, l'erreur que font beaucoup de journaux. C'est-à-dire, sur les films sur lesquels on a beaucoup de choses à dire, je vais évidemment être frustré et on va sentir à chaque fois, tout le monde aura la même expérience à la fin de la séquence en disant ça a été très rapide, ça a été extrêmement rapide. Mais donc, il faut concevoir l'exercice de télévision comme un exercice en 5 minutes. Qu'est-ce que je peux dire, le principal que je peux dire en 5 minutes. Voilà. Mais la question de la télévision, je reviens là-dessus, parce que c'est mon expérience depuis 6 ans. La forme est très importante. Il est évident qu'à un moment donné, si j'entends Rouillet, par exemple, qui dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je vais pousser un petit peu, je vais dire la manière dont je vais réagir. On est dans quelque chose, et oui, d'un peu mis en scène quand même. Voilà. Mais oui, c'est toujours le problème. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on a de moins en moins, on donne de moins en moins la parole, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, enfin dans les émissions formatées ou dans les revues de cinéma, aux gens qui ont des choses à dire sur les films. C'est vraiment ce dont je me rends compte aujourd'hui. C'est un truc, je suis content de vous en parler. On a de plus en plus tendance à donner, par exemple, la plume à des gens qui aiment les films. C'est ce que je vois dans les revues de cinéma, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu à Transfuge, je l'ai entendu à Positif, je l'ai même entendu à une époque un peu au Cahier du cinéma. Et pour plein de raisons. Parce qu'on part du principe que quelqu'un qui aime a plus de choses à dire. Parce qu'on part du principe aussi que de plus en plus les revues ont des liens commerciaux avec les distributeurs par le public rédactionnel. Et donc, on a pris cette habitude de dire qui aime le plus dans une rédaction. Si tu aimes le plus, tu écriras dessus. Je pense que les revues font dans l'ensemble une erreur avec ça. Il faut donner la parole à ceux qui ont des choses à dire sur les films. Et je pense que c'est une toute petite différence qui n'est pas assez pratiquée actuellement dans mon métier. C'est comme de dire je préfère écrire sur le film que j'ai aimé, mais pas sur le film que je n'ai pas aimé. Alors je trouve, moi, personnellement, que c'est beaucoup plus intéressant d'écrire sur un film qui n'a pas fonctionné en nous, parce qu'on aura peut-être beaucoup plus de choses. Le dialogue sera peut-être... En fait, si vous dites, en gros, si j'ai bien compris, le dialogue avec celui ou celle qui a des choses à dire sur un film et qui n'a pas forcément aimé, le dialogue sera peut-être plus intéressant parce qu'il y aura plus d'envie de dialoguer avec le futur lecteur ou la future lectrice. Oui, je le crois. Mais je pense que ça passe au-delà de, évidemment, vous le savez, de j'aime ou j'aime pas, hein, évidemment. Oui. Je pense que vous parliez tout à l'heure de dialogue avec les films. On a des dialogues qui sont plus ou moins fructueux avec des films. Il y a des films avec lesquels je n'ai absolument toujours pas d'avis tranché. Vous voyez, je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. En tout cas, le dialogue est très riche avec ce film-là. Et donc, j'aurais des choses à reprocher au film. Enfin, j'aurais en tout cas des choses à creuser avec le film. Bon, et j'ai souvent eu l'impression, en passant par plusieurs rédactions, qu'on ne faisait pas assez attention
à la qualité de ce dialogue-là, quoi. C'est-à-dire à donner la parole à la personne qui a le plus de choses à dire. Mais c'est pas forcément ne pas aimer. Il est évident que je pense par exemple que prenons un blockbuster, prenons Oppenheimer, c'est un film que j'aime pas beaucoup, mais je pense que j'ai pas mal de choses à en dire. Vous voyez, voilà, pour prendre l'exemple que vous voulez dire, que vous aviez pris avec le fait de moins aimer. Ce que je veux dire, c'est, voilà, je ne sais pas. Il y a des endroits avec des films, on a des choses à raconter. Tar, par exemple, voilà un film. Très étonnamment, sur le coup, je n'ai pas aimé ce film, mais ça fait 1 an que je dialogue avec ce film. Vous voyez, donc je ne suis toujours pas en accord. Je ne sais pas je ne sais pas encore véritablement ce que je pense de ce film. Mais voilà, le film reflue en moi sans cesse. Et voilà, c'est juste cette expérience que j'ai faite, c'est l'expérience dans des rédactions où parfois je me dis, mais c'est pas à lui qu'il faudrait donner ou à elle qu'il faudrait donner la parole, enfin qu'il faudrait donner la page ou l'expression, mais c'est à celle qui est la plus stimulée par un film, celle avec qui ça c'est le plus, voilà, ça c'est le plus construit. Alors, je me permets cette dernière question et ensuite on passe Oui. aux films avec lesquels vous avez beaucoup plus de dialogue cette année en tout cas. Mais c'est très paradoxal parce que ça doit être très complexe pour vous par rapport à la semaine de la critique. Parce que vous n'avez pas suffisamment le temps. Déjà, je parle de vous-même, pas forcément avec les autres. Vous n'avez pas suffisamment le temps de vous dire, bon, bah, ce film-là ou ces films-là, ils vont m'accompagner pendant toute l'année. Ça n'est pas possible. Oui, alors oui et non, parce que si vous voulez, on commence à regarder comme je vous disais, on va regarder des centaines de films. Mais si vous avez des films que vous commencez à regarder en février et que vous arrivez en avril et que ces films-là, vous continuez à revenir dessus, vous voyez, c'est-à-dire que le dialogue a eu la possibilité de s'enrichir, bien que vous ayez vu pendant ces 2 ou 3 mois 300 films. Il y a des films que j'ai vus très tôt, à la semaine, parce qu'ils ont été immédiatement envoyés au comité très rapidement, et j'ai pu voir 350 films après. Et bien néanmoins, c'est ce film-là, il restait, et il s'était produit des choses et des choses et des choses, malgré toutes les images que nous avions vues, tous les dialogues, toutes les conversations, toutes les bagarres, enfin tout ce qu'on avait pu faire. Donc oui et non. Il arrive qu'il y ait des films qu'on choisisse au dernier moment, évidemment, parce qu'on se dit il se passe un truc qu'on n'a pas eu pendant 3 mois. Mais il y a des films qui restent pendant plusieurs mois. Alors, je vous avais demandé en amont pour préparer l'émission votre top 10 et vous m'avez dit voilà une liste de films. Je vais les nommer. Alors, il y a Les Herbes Sèches de Nulrit Bichselan, La Montagne de Thomas Salvador, N'attendez pas trop de la fin du monde de Radu Youd, L'été dernier de Catherine Breillat, Tar donc de Todd Field, Lost Country de Vladimir Perisic et le dernier Scorsese, Gang. Killers of the Flower Moons. Mais surtout, oui, vous avez précisé. J'en avais rajouté. Après. Mais ça fait rire mes potes, mais j'arrive jamais à faire un top. Mais... j'en rajoute, j'en enlève. Non, mais c'est très bien. Et puis surtout, vous m'avez dit, il y a aussi, surtout, beaucoup de classiques. On dit souvent films du patrimoine, mais j'aime pas beaucoup ce terme-là. En tout cas, des films anciens que vous avez découverts ou des classiques. Et j'avais cette sensation que vous aviez très, très envie. Enfin, c'est un aspect de 2023 très important pour vous. Alors, je crois que une chose que je préfère aujourd'hui dans mon activité, j'adore les ciné-clubs. J'adore ça. J'adore le dialogue pendant 2 heures. Enfin, moi, j'ai fait des séances. J'ai plusieurs ciné-clubs. J'ai fait des séances jusqu'à 2h30, parfois du matin, avec des gens au début qui n'osaient pas prendre la parole. Vous savez, qui étaient intimidés. Enfin voilà. Oui. Et aujourd'hui, j'ai des ciné-clubs, enfin un ciné-club en particulier, où vous pouvez venir. Et le film va se terminer à 22h30 et ça va discuter pendant 3 heures. 3 heures. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que vous arrivez, vous proposez un film, et puis à la fin, vous l'aimez davantage ou moins à la fin de cette conversation parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et j'ai fait une particularité cette année, c'est que j'ai sélectionné dans un de mes ciné-clubs des films que je n'aimais pas ou des films que je ne comprenais pas. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Le mois prochain, en janvier, je vais montrer Cemetery of Splendor de Vera Setacool.
c'est un film à côté duquel je suis complètement passé. J'ai décidé de le programmer au Ciné-Club. Et j'attends énormément de cette séance. À la fois de ma préparation en amont et énormément du dialogue qu'on aura. Mes préparations qui peut durer une semaine. Donc moi, je revois les films plan par plan, donc pour préparer. Et puis ensuite, il va y avoir la conversation. Mais j'attends énormément. C'est-à-dire, enfin, peut-être que dans un mois, je saurai enfin pourquoi j'aime ou j'aime pas Veracita Cool. Peut-être que ça va devenir mon cinéaste préféré, j'en sais rien. Ce serait drôle. Mais Voilà. Et donc j'ai revu, oui, j'en vois beaucoup de classiques. Et puis c'est toujours amusant. Je vous parlais tout à l'heure avec le Fossoyeur de film. Toujours amusant de réévaluer, de savoir où on en est avec un film. Il y a des films qu'on a adorés et de s'en rendre compte. C'est très très difficile ce désamour soudain quand on grandit. Je sais pas, on vieillit, je sais pas. Enfin en tout cas, les années passent et soudain de s'avouer à soi-même qu'on n'aime plus un film qui a été très cher à nos yeux. Ça, c'est quelque chose c'est très fort, en tout cas, comme sentiment. Et puis, enfin, voilà, je vous raconte ça. Je parle dans tous les sens, pardon. Non, mais voilà, il y a beaucoup de rapports. Il y a des films que je n'ose pas revoir et des films que je revois, et c'est très étonnant de mesurer ce qu'on est devenu à l'aune même du spectateur qu'on était. Voilà. Mais je profite de cette digression. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire sur un film que vous aviez vraiment, que ça n'avait pas du tout fonctionné, et puis quelques mois ou un an ou deux, vous revoyez le film et finalement le film fonctionne et vous avez ce luxe de réécrire sur le film en disant je me suis trompé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais, alors ça m'est à peu près arrivé. En tout cas, il m'est souvent arrivé de reconnaître, notamment au cercle, mais parfois dans des textes que je m'étais trompé ou qu'en tout cas je n'ai plus du tout le même rapport à un film que la première fois. Il y a quelqu'un qui est passé pas mal de fois, qui est assez souvent sur votre chaîne, qui disait toujours Fred se trompe jamais la deuxième fois. Et en rigolant, il me disait souvent ça. Et donc c'est marrant parce que je vous dis que je regarde beaucoup de films parce qu'il y a les classiques, il y a l'actualité, il y a la semaine, il y a le ciné-club, et j'ai pris de plus en plus depuis cette époque-là l'habitude de revoir beaucoup les films. De revoir beaucoup les films, notamment après Cannes, mais ça, je pense que beaucoup de gens vous le disent. Cannes est un endroit où, dans l'ensemble, je trouve qu'on voit assez mal les films. Voilà. Enfin, les grands festivals en général. Donc, je revois pas mal, et je me rends compte que je m'étais trompé. Il y a une chose qui s'était produite il y a 2 ans, ça m'avait beaucoup marqué. C'était French Dispatch de Wes Anderson, qui est un film que j'avais détesté à Cannes. Je l'ai revu 3 mois plus tard. J'ai trouvé le film je trouve le film extraordinaire. Et à tel point que j'ai commencé à écrire dessus. Parfois quand il m'arrivait de voir des étudiants, je faisais des cours dessus. Mais c'est étonnant alors tout ce que j'avais détesté, tout à coup je l'adorais. Enfin, c'était bizarre. Voilà. Il y a aussi les rapports, vraiment les rapports avec les films, c'est des rapports comme avec les gens. Et comment vous pourriez expliquer les différents dialogues que vous avez eus cette année avec les films que j'ai nommés, des Herbes Sèches jusqu'au Scorsese en passant par La Montagne? Quel serait, si on devait trouver une espèce d'unité de conducteur comme ça, déjà, est-ce que ces dialogues sont inachevés, j'imagine, sont encore incomplets avec ces films? Oui. Le film le plus important pour moi cette année, ça a été le film de Ceylan, mais ça l'a été à plein de niveaux. C'est un cinéaste que je suis depuis toujours, c'est un cinéaste que j'admire, c'est un cinéaste sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et cette année, le film est sorti, le film a été projeté, montré, je l'ai beaucoup accompagné, et il l'a été également au mois de juillet avec la ressortie de Casaba, qui était inédit en France, qui est son premier film. Et c'était très étonnant de mesurer, je veux dire, l'évolution du cinéaste par rapport à ce premier film. Je crois que j'ai vu actuellement 4 fois Les Herbes Sèches. J'admire énormément le film, j'ai beaucoup d'admiration pour le film, beaucoup d'admiration pour Ceylan. Je sais pourquoi. Je défends le film, j'ai l'impression d'être le VRP du film, j'ai l'impression pendant des mois d'avoir été insupportable avec ça. J'ai un copain qui disait, tu peux pas t'empêcher, même quand tu écris sur un autre film, de mettre le mot Ceylan dedans. Et de toujours revenir à ça. Et néanmoins, je crois
que c'est un de ces films que j'aime le moins. Vous voyez, c'est des choses. Voilà, je suis. Je suis pas un critique très catégorique, mais voilà. Et pourtant, c'est très étonnant. Je pense qu'il n'a jamais été aussi loin dans son, je dirais, dans son expression. C'est-à-dire, il n'a jamais poussé aussi loin les curseurs de son expression. Je pense qu'il a réalisé des choses extraordinaires dans le film, mais je ne sais pas si j'aime totalement ce film. Vous voyez, mais il n'empêche que cette interrogation que je repèse à chaque révision de ce film que j'ai vu 4 fois et que je vais revoir sans doute une 5e fois très très bientôt, c'est absolument voilà. Ça fait mon année en tout cas. Ça fait mon année. Il y a des choses que je trouve folles. La séquence d'interruption dans les coulisses du film, au bout de 2h10 de film, c'est un choc cinématographique pour moi très fort, très très fort. En plus, je m'y attendais pas du tout de sa part. Je m'y attendais pas du tout, donc j'étais surpris par quelqu'un que j'accompagne. Et puis il m'a dit quelque chose. Enfin, je l'ai interviewé plusieurs fois, et je l'ai interviewé avec Michel Simon. C'est la dernière fois qu'ils se voyaient, puisque Simon l'a accompagné pendant 30 ans. Et au moment où ressortait Casaba aussi. Et il a dit quelque chose, et vous voyez, c'est peu de choses. Vous allez trouver ça tellement dérisoire, mais moi, ça m'accompagne beaucoup aujourd'hui dans mon appréhension actuelle des films. Il m'a dit, vous savez ce qui s'est passé entre le moment où j'ai écrit Casaba et le moment où j'ai écrit ce film-ci? Qu'est-ce que j'ai appris finalement en 30 ans? Il dit, j'ai appris à faire mentir mes personnages. Et cette phrase, elle a été très... en tout cas, cette phrase, elle me parcourt et elle me traverse aujourd'hui quand je regarde des films. Je peux vous dire, par exemple, que j'ai déjà vu La Bête de Bertrand Bonello dans Festival il y a peu de temps, et que je me posais la question pendant tout le film, mais pourquoi les personnages ne mentent-ils pas? Pourquoi les personnages sont-ils autant au premier degré? Vous voyez, je me posais cette question. Voilà. Voilà le genre de choses qui sont produites cette année. Et cette phrase, c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnages de Djelan, on les connaît, hein, ils sont acrimonieux, menteurs, mesquins au dernier degré. Je sais que c'est souvent ce qu'on lui reproche, hein, d'ailleurs. Mais moi, je les trouve splendides. Mais bon, ça c'est. En tout cas, je les trouve captivants. Je sais plus ce qu'on disait. Non, mais avec le recul, tous les films que vous m'avez qui sont, je répète, hein, Les Herbes Sèches, La Montagne n'attendait pas trop de la fin du monde, L'été dernier, Tar, Lost Country et Killing of the Flower Moon. Est-ce que ce cinéma, enfin ces différentes propositions cinématographiques, c'est que vous n'aimez, enfin que ça fonctionne plus ou moins, peu importe, mais il y a toujours ces dialogues-là. J'ai l'impression que, alors vous écoutez depuis plus de 33 minutes la traditionnelle politique des auteurs de la critique. Enfin, vous, c'est vraiment la politique des films, rien que les films. Pardon, je vais encore pas être mince. Il y a des auteurs que j'attends absolument, avec énormément d'impatience. Je peux pas dire. On me dit que va sortir. Le film de Djelan, ça faisait 4 ans que je l'attendais. Et je l'attendais vraiment. Vous voyez, ça fait 4 ans que je voulais savoir c'était quoi. Et donc il y a des auteurs. Et puis effectivement, il y a des films. Enfin, non, j'ai pas de. Je pense qu'on est tous comme ça. Je crois que voilà, on est tous. À un moment donné, on rencontre un film. Par un film, on rencontre une zone de soi-même qu'on ignorait, ou une zone soudain qui s'ouvre à quelque chose d'autre que le film a dévoilé. Et puis il y a des attentes d'auteur. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire autrement que retrouver cet auteur et s'intéresser à lui, à qu'est-ce qu'il est devenu, quoi. Enfin, vous voyez, il est évident que Djelan, ça a été ça, quoi. Ça a été. Je ne peux pas penser Les Herbes Sèches indépendamment de lui. Mais on va dire, par exemple, Catherine Breillat. J'attendais pas vraiment quelque chose de Catherine Breillat. Je connaissais pas, en tout cas.
très mal. L'été dernier m'a fait une impression très forte. Je me suis dit, j'étais extrêmement surpris par la rigueur et le caractère très implacable de sa façon d'avancer. Je trouve ça très implacable. Ça m'a beaucoup surpris. Et je crois que ça m'a, en plus, je crois que j'ai eu beaucoup d'admiration pour ça. Vous voyez, vous m'entendez depuis tout à l'heure, je divague, j'ai beaucoup de mal à être catégorique. Soudain, d'avoir quelqu'un qui est aussi droit dans ses bottes, d'une certaine façon, comme ça, droite, dans sa façon de regarder, en tout cas, on va dire, hein, ces petites affaires. J'étais très admiratif de ça, très admiratif. Et je me suis dit, oui. D'ailleurs, j'avais écrit un papier là-dessus qui s'appelait Trancher net. Vous voyez, voilà, elle savait le faire, elle sait faire ça. Elle savait faire ça. La scène du mensonge, là, avec la caméra qui remonte au moment où elle ment, c'est un moment incroyable. Ça. On en revient toujours au mensonge, pour le coup. On en revient au mensonge. Peut-être. Oui. Mais est-ce qu'il y a des éléments perturbateurs parce que vous parlez de zone de soi-même, mais est-ce qu'il y a, dans cette année, en tout cas, il y a eu peut-être un film ou deux qui a été plus un élément perturbateur vous concernant, le rapport que vous avez, pas forcément un dialogue que vous avez avec depuis, mais quelque chose que vous avez vraiment, pour le coup, rejeté. Est-ce qu'il y a comme ça un ou deux films cette année? Est-ce qu'il y a des films oui, il y a eu des... justement, non, mais je sais pas si c'est des films, mais il y a des choses qui font sortir très vite d'un film, quoi. L'impression qu'on nous prend un peu pour des billes, ça c'est pas très agréable, qu'on nous dit comment penser, qu'on ne fasse pas vraiment attention à nous. Enfin, oui, il y a des choses comme ça qui peuvent me perturber, me faire sortir. J'avais été énervé, mais c'était des trucs. Babylone m'avait beaucoup énervé sur le moment, par exemple. Mais vous voyez, ça m'avait beaucoup énervé. Mais pardon, mais Samir, mais un an plus tard, on va dire quasiment, c'est un an, à peu près un an, Babylone. Je crois que je suis beaucoup plus doux avec le film, beaucoup plus doux. Je suis beaucoup plus doux. Je trouve, en tout cas, qu'il y a une demi-heure qui est pas mal. Ah bah ça commence, c'est bien, petit à petit. Il y a une demi-heure qui est pas mal. Mais c'est intéressant que vous parliez de la question du mensonge, parce que je crois que actuellement, dans l'endroit où je suis dans la critique de cinéma, je sais pas où vous en êtes, vous par exemple actuellement, mais c'est vrai que j'attends beaucoup d'un film. Alors c'est peut-être, je sais pas pourquoi, j'attends beaucoup qu'un film me procure, on va dire, quelque chose que par exemple la littérature pourra me procurer. Voilà. Justement, c'est-à-dire un moment où j'ai l'impression que je me prends une sorte de vérité, comme ça, humaine, dans la gueule. Et comme un coup de poing. Et souvent, cette chose-là qu'on peut avoir très facilement qu'on peut retrouver dans un livre, cette espèce de moment où on est devant une phrase et on a envie de relire cette phrase et de relire cette phrase en se disant « mais je me suis pris ça comme un uppercut dans la gueule ». Et ça a fait tellement mouche, j'attends ça au cinéma. Et peut-être que des cinéastes un peu, en tout cas, un peu littéraires comme Gjellan, il est évident que quand on voit Les Herbes sèches, on pense à Dostoïevski, à Tchekhov. Peut-être qu'ils vont m'amener à ça. Voilà. Et peut-être que le mensonge est une façon, à un moment donné, d'aller vers la vérité. Voilà. Dernière question qui est très très basique, bien évidemment. 2024, est-ce que déjà comme ça vous avez une attente particulière, un film, un auteur? Alors non, mais oui. J'ai vu deux films. J'ai vu Hitman de Richard Linklater. Ouais. À Venise. Ouais. Et j'ai tellement envie que les copains, j'ai tellement envie que les copines, j'ai tellement envie que les gens voient le film, j'ai envie qu'on en débatte, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie d'être dans la salle, j'ai envie d'entendre les gens rire. Moi, ça a été ma séance la plus festive de l'année. C'est une séance pendant 1h30, je me suis marré comme un bossu. J'étais tout seul dans ce festival, la première fois, j'étais jamais allé. Je m'installe dans la salle et
Et je me dis, putain, cette comédie, elle fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Et il y a une scène jamais vue dedans, de comédie. Voilà. Il y a ça. Et je viens de voir. Ah là là, c'est pas bien de dire ça, mais je viens de voir le film de Lantimos. Oui. Et j'ai trouvé ça assez éblouissant. Mais si on a bien suivi le fil dont je vous parle depuis tout à l'heure, il est évident que Lantimos, sur ce rapport à la vérité, au mensonge, à la littérature, hein, en fait, à ce côté, à cette chose-là, il est à fond dedans. Il est à fond dedans. Notamment avec ce film aussi, hein, qui est une satire. Film, et qui est une comédie. Et alors, ça m'amène à ça, c'est que je suis très étonné par le fait que, indépendamment de ce qu'on en pense, mais je pense à Linklater, je pense à Lantimos, je pense à Ruben Östlund actuellement, je pense peut-être à Dupieux. Non. Östlund, Linklater, Lantimos, je crois que j'en oublie un. À quel point on a de vrais auteurs de comédie actuellement. Et voilà. Je pense que les plus grands pieds que j'ai pris au cinéma cette année sont passés par des comiques. Par des comiques, tiens, ça c'est intéressant. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, c'était merci beaucoup d'avoir pris le temps et digression, pas ou peu. En tout cas, c'était un plaisir de. Je rappelle, critique de cinéma et vous travaillez aussi, enfin, vous avez fait partie du comité éditorial de Transfuge et Positive. Vous êtes chroniqueur au Cercle sur Canal+, et vous faites partie du comité de sélection, de la semaine de la critique. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my